Voilà, tout va très vite au café littéraire, les changements de plateau. Merci à nos chers petits assistants de plateau qui se démènent comme des chefs. Et merci aussi à toute l'équipe technique. Je rappelle que tous les cafés littéraires sont enregistrés. Nous avons des archives des cafés littéraires des archives du café littéraire depuis l'année 1991. Le festival a été créé en 1990. Malheureusement, nous avons perdu ce qui était à l'époque d'énormes cassettes comme ça, des enregistrements. Ces cassettes ont disparu. Mais depuis 91, si vous avez envie de revoir des vieux cafés littéraires quand nous étions jeunes encore, eh bien, vous pouvez le faire sur Vimeo. Vous pouvez revoir des gens comme Nicolas Bouvier, Anita Conti, Ella Maillard, Hugo Pratt, pour ne citer que Jacques Lacarrière, Jacques Meunier, etc. Et bien sûr Jean-Claude Izzo, Christian Roland. Voilà. C'est un petit rappel que je pense à faire de temps en temps. Merci à vous tous d'être venus nous rejoindre sur ce plateau. Je vais te laisser accueillir un Lionel, plateau, parce que je le connais très peu en fait. Ah, tu connais très peu, d'accord. Un plateau qui s'intitule Enquête de sens. Alors, vous avez quand même une mission là pour cette rencontre. Ça peut être Enquête de sens interdit. Ça, je ne sais pas. Lionel, tu es né en 1956 dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, où tu vis toujours. Tu es journaliste, professeur de littérature française et créole. Tu diriges depuis plusieurs années un atelier d'écriture intitulé l'Atelier du Jeudi. Ça existe toujours, ça, tu continues à le faire. Qui est maison d'édition aussi. Qui est aussi une maison d'édition, et ça se déroule le jeudi, je pense. Toute l'œuvre romanesque de Lionel est publiée chez Actes Sud. On t'avait découvert avec Rue des Pas Perdus, c'était en 1998. Puis il y avait eu Thérèse en 1000 morceaux en 2000. Enfin, depuis, il y a eu pas mal d'autres. Et on va arriver à cette Antoine Desgommiers. Oui, je voudrais juste préciser aussi que Lionel Trouillot est co-directeur du festival Étonnant Voyageur de Port-au-Prince, qui a été créé, bien sûr, avec Michel Lebris il y a quelques années. La première édition a eu lieu en 2007. La deuxième devait avoir lieu en 2010. Nous étions déjà là-bas, sur place, avec Michel, Mélanie et quelques membres de l'équipe, et Daniela Ferrière. Et la veille, s'est produit ce tremblement de terre. Et évidemment, en 2010, l'édition n'a pas pu avoir lieu, mais nous sommes retournés à Port-au-Prince, parce qu'on a toujours envie de retourner à Port-au-Prince. Donc, juste une petite phrase en relisant l'édito de cette année-là, qui a été signé par Michel Lebris, Lionel Trouillot et Daniela Ferrière. Je retiens cette phrase: des écrivains, des artistes ici ont témoigné avec force d'une communauté debout pour rappeler qu'aucune reconstruction véritable ne se peut, qui ne tient pas compte de cette culture, ne s'élabore pas à partir d'elle. Et c'est le credo de tous les festivals Étonnants Voyageurs. Voilà, ça y est, je m'arrête. On présente tout de suite le livre, Antoine Desgommiers. On fera les autres biographies dans la foulée. Ce livre-là, Lionel, c'est le récit mené par deux frères, enfin c'est deux frères, Francky et Titoni, qui sont d'un quartier déshérité de la capitale haïtienne, qui reconstituent la vie d'un homme, ce fameux Antoine Desgommiers, un homme légendaire de l'avant-guerre, dont leur mère leur raconte depuis toujours qu'ils sont les descendants. Alors il y en a un des deux qui y croit, et l'autre qui ne croit pas trop, en tout cas, que c'est eu lieu ou pas, pour lui, ça n'a pas tellement d'importance. Antoine Desgommiers était Ungan, c'est comme ça qu'on dit, chef spirituel vaudou, et devin, il prédisait l'avenir, respecté par des générations d'Haïtiens. Et cet héritage, il n'empêche pas la misère, mais la passion de l'un des frères, Francky, pour les mots, les figures de style, l'écriture, l'imaginaire, change peut-être les choses. Et je voudrais peut-être, pour commencer, Lionel, que tu nous parles de cet aller-retour finalement entre les deux frères, puisque chacun, en quelque sorte, est à un moment porte-parole, raconte l'histoire, et chacun avec sa manière. Francky qui raconte le passé, et plutôt l'imaginaire, et Titoni qui est très pragmatique, qui raconte ce qu'il y a devant les yeux, et la pauvreté, la souffrance, la violence.
Il fallait 2 points de vue pour raconter cette histoire? Oui, deux points de vue qui correspondent à deux attitudes majeures dans la vie, dans le cycle de la vie. Soit on part du réel. C'est ce que fait Titoni. C'est Engels, je crois, qui disait que c'est le mauvais côté de l'histoire qui fait l'histoire. Le réel, il est dans le mauvais côté de l'histoire. Et lui, il essaie d'extraire de ce mauvais côté de l'histoire du sens. Alors que le Franqui, il va chercher du sens hors de ce mauvais côté de l'histoire, dans une réappropriation de cette légende populaire qui traînait un peu par terre, la légende d'Antoine Degommier, qui a vraiment existé, qui était un devin très, très respecté. Donc, je crois que les positions, les points de vue de ces deux frères, les points de départ de ces deux frères pour interroger la vie, leur rapport à la vie, leur présence au monde, correspondent aux deux attitudes les plus courantes chez les humains. Soit je parle de ma condition, qui est souvent, excusez-moi, une condition de merde, surtout dans un quartier pareil en Haïti, soit je pars de quelque chose qui me rend ma condition supportable et qui me donne surtout l'envie de sortir de cette condition malheureuse. Donc voilà, quelque part, c'est pour ça que j'ai choisi deux frères, parce que finalement c'est la même chose quelque part, c'est toujours la quête de sens, comment y arriver, d'où partir pour y arriver. Mais Titoni est quand même celui qui est le plus pragmatique, comme tu disais, il est quand même assez influencé, enfin je ne sais pas si c'est influencé, mais pas admiratif non plus, mais marqué par la manière dont son frère intellectualise beaucoup plus les choses. Oui, certainement, on peut même dire qu'il y a une fascination de Titoni vis-à-vis de ce frère, puisqu'ils ont grandi ensemble. Il ne comprend pas très bien pourquoi ce frère, il n'est pas comme lui. Lui, il est dans la vie, il va chercher le pain, il est toujours à la limite du crime, au bord du crime, il est dans la débrouillardise. Et l'autre qui devrait partager cette condition-là, il trouve le moyen de rêver, il trouve le moyen de penser, sans vouloir trop révéler ce qui se passe dans le livre. C'est pour ça que Titoni, quelque part, se fait un peu l'éditeur de son frère, alors que lui, il n'en a absolument rien à voir avec des histoires de littérature, de rêves d'Antoine Degommier, de devin et autres. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment faire face à la réalité, comment la changer, soit individuellement, soit de préférence collectivement. C'est pas évident pour lui. L'autre, il est dans le rêve, il intellectualise. Comme tu dis, il pense quelque part, et je reviens à mon idée de départ, c'est justement, ce sont deux attitudes qui peuvent sembler contradictoires, mais qui sont tout à fait complémentaires, conciliables. Alors c'est d'autant plus conciliable que justement ils sont frères et qu'ils s'aiment et qu'ils se soutiennent mutuellement et qu'ils aiment tous les deux leur mère de la même manière, différemment aussi, mais en même temps aussi passionnément. Il y a ce lien familial très fort qui fait qu'effectivement il y a comme une coexistence pacifique de tout ça, de cette manière. C'est vrai qu'on a souvent lu des livres où il y a une sorte de conflit permanent, presque de guerre civile en Haïti. Là, c'est à l'extérieur, finalement. Eux arrivent à concilier les contraires. Ils arrivent à voir d'un côté la misère et l'émerveillement en même temps. Et nous qui avons, ou je devrais dire, mais je suis poli, vous qui avez l'habitude de vivre dans des situations relativement, je dirais, tranquilles et bien heureuse par rapport à d'autres, puisque les choses n'existent que dans leur rapport, nous avons souvent tendance à ne pas supposer à l'autre qui vit une condition plus difficile la même humanité qu'il y a en nous. Souvent, moi, quand je lis des livres, même des romans, sur les quartiers pauvres de Port-au-Prince, on a l'impression que c'est des statistiques réunies par quelqu'un qui travaille pour l'UNICEF. Et on ne voit pas l'humanité. Ils peuvent s'aimer, oui, ils peuvent être frères, vivre dans ces conditions de merde, et avoir des relations de tendresse entre eux, avoir des relations de tendresse vis-à-vis de leur mère. Donc j'ai voulu montrer aussi que parce que j'essaie de partir toujours de ce que je vois, de ce que j'entends. Donc j'invente très peu, même les anecdotes dans mes livres, ce sont des anecdotes que j'emprunte
à la réalité. Donc, oui, ils peuvent s'aimer autant que deux enfants de la petite ou moyenne bourgeoisie peuvent s'aimer. Il y a autant d'humanité en eux qu'il y en a chez les autres plus favorisés. Moi, je déteste les romans qui ressemblent à des statistiques quand ça parle des milieux populaires. On fait un roman sur un enfant haïtien dans un quartier de Port-au-Prince, on a l'impression que c'est n'importe quel enfant haïtien dans un quartier de Port-au-Prince. Non. Ils ont chacun une intériorité, une individualité, des amours, des choses qu'ils partagent et des désaccords. Donc j'ai voulu explorer cela. Et ils vivent vraiment, hein, ces personnages. Alors là, on n'est pas du tout dans un rapport de l'UNICEF. Ils vivent. Et en même temps, c'est une réflexion. Moi, il me semble qu'il y a une question presque fondamentale qui tient le livre aussi. C'est que Titoni, il vit dans le présent, mais je pense que peut-être si ça se passe aussi bien dans leur relation, c'est qu'il comprend peut-être à un moment que s'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Et le plus intelligent des deux n'est pas forcément celui auquel on pense, puisque Titoni, il a quand même la capacité de voir qu'il se passe quelque chose d'intéressant et peut-être même de nécessaire. Chez son frère, on pourrait dire que pour lui, c'est totalement du temps perdu. Le frère qui est dans sa chambre, qui collecte de vieux bouquins, qui écrit sur un Antoine Dégommier qui n'est utile à rien dans la vie concrète, mais il se dit qu'il se passe là quand même quelque chose. Donc, j'ai pas le droit de le dire, mais mon personnage préféré, quelque part, c'est bien le petit Tony. Oh, si, on a le droit de le dire. Hein. Ton personnage, c'est toi, tu dis. C'est Titoni, c'est celui qui est... Ah, c'est Titoni, ton personnage préféré. Ah oui, moi aussi. Je dois dire, oui, moi aussi. C'est pas l'écrivain, finalement, ton personnage préféré. Non, et Antoine Dégommier, alors, c'est... Antoine Dégommier, je dois dire, quand vous faites quelque chose de mal en Haïti, ou qu'on perçoit comme étant quelque chose de mal, il y a un dicton. On vous dit, ce qui va t'arriver, même Antoine Dégommier n'a pas vu venir. Oui. C'est pour vous dire combien il compte dans la mémoire des Haïtiens. Et pourtant, il n'y a pas de livre sur Antoine Dégommier. Il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de trace écrite d'Antoine Dégommier. Je me suis dit, voilà, tiens, une légende qui traîne par terre dans un pays en perte de sens. Dans un pays où aujourd'hui, la vie politique, qu'est-ce que c'est ? C'est un tas de voyous, de bandits qui occupent le pouvoir avec l'aide de l'Occident chrétien blanc capitaliste qui valorise toute leur saleté depuis 12 ans. Qu'est-ce que c'est la vie économique? Impossible de produire suffisamment de biens ou de répartir les biens de sorte que les Haïtiens puissent vivre avec un minimum de dignité. Dans ce désordre-là, dans ce cycle infernal de production et de reproduction du malheur, où aller chercher du sens? Je me suis dit que cette légende populaire qui vient du milieu rural, qui porte en elle toute la sagesse paysanne, qui me semble être le seul recours de la société haïtienne pour produire du sens aujourd'hui. Donc j'ai voulu aller chercher là, tout en étant moi-même pas du tout croyant. Mais il m'a semblé qu'il y avait là quelque chose à reprendre et à restituer et à rendre. Donc moi j'aime bien comment les Haïtiens ont réagi à ce livre. Et les gens du Sud, qui ne sont pas forcément des lecteurs, ils ont dit, tiens, enfin un livre sur Antoine, sur Antoine Dégommier. Donc je suis très content d'avoir un peu donné du sens, ou redonné du sens à cette légende. Merci Lionel, c'est un très très beau livre paru aux éditions Actes Sud, Antoine Dégommier. On enchaîne avec le livre de David Diop, La porte du voyage sans retour, son dernier livre paru. David est un écrivain français d'origine sénégalaise. Il fut lauréat du prix Goncourt des lycéens 2018 pour Frères d'armes. On en avait parlé ici. Frères d'armes, j'ai dit d'armes. Ma langue a fourché, une fois de plus. Frères d'âme évoque la Première Guerre mondiale à travers le regard des tirailleurs sénégalais. David est aussi un spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. Il livre une réflexion éclairée sur le colonialisme français, ses retombées sur le peuple africain. Et cette année, donc, il arrive avec ce livre qui s'intitule « La porte du voyage sans retour ». Et la porte du voyage sans retour, c'est un surnom qui est donné à l'île de Gorée. Plus exactement, c'est une porte qui se trouve dans une maison, qui est la maison des esclaves, qui se situe elle-même sur l'île de Gorée. Et c'est une porte qui se trouve au rez-de-chaussée de cette maison des esclaves et qui se découpe sur un océan Atlantique extrêmement lumineux, tandis que
le couloir qui mène à cette porte est très sombre. Et donc, cette porte-là, je la dois à ce titre, je le dois à un conservateur du musée de la Maison des Esclaves, qui s'appelait Joseph Ndiaye, qui est disparu. Quand j'étais petit, j'allais visiter la Maison des Esclaves avec ma classe, mon école. Et Joseph Ndiaye disait, au bout d'une présentation vraiment extrêmement forte de cet endroit, eh bien voilà, cette porte, c'est la porte du voyage sans retour. Beaucoup d'esclaves sont passés par là. Et c'était la dernière fois qu'ils franchissaient une porte en Afrique. Alors là, nous sommes en 1750, quand un jeune homme débarque au Sénégal pour étudier la flore locale. Il est botaniste, il est français, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du vivant en un siècle où l'heure est aux lumières. Et puis, cette quête va se transformer peu à peu. Mais je voudrais d'abord savoir qui est ce personnage. Est-ce qu'il a vraiment existé, Michel Adanson? Comment on prononce Adanson, parce qu'il est français. Oui, il est français. Il prétend qu'il est d'origine écossaise. Donc, dire Adanson. Il vient d'Auvergne, je pense, d'après ce qui a pu être dit sur son origine. Il est possible, en effet, qu'il ait des origines écossaises, mais c'est Michel Adanson arrive au Sénégal, il a 23 ans, et il est envoyé par les frères Jussieu de l'Académie royale des sciences de Paris. Et comme beaucoup de jeunes gens, de jeunes scientifiques de cette époque, il veut se faire un nom en explorant et en décrivant les plantes d'une terre qui n'a pas été décrite par d'autres botanistes ou d'autres savants de son type. C'est pour ça qu'il part au Sénégal. Et ce qui est très particulier avec ce Michel Adanson, c'est qu'il a écrit un récit de voyage qui a été publié 4 ans après son retour, en 1757 à Paris, et que ce récit de voyage, je l'ai lu il y a une quinzaine d'années, a une sorte d'envers du décor. Et cet envers du décor m'a été donné par un étudiant sénégalais, un historien qui préparait sa thèse de doctorat, et qui s'appelle Ousmane Seydi. Et cet Ousmane Seydi, un jour, est venu me voir à mon université à Pau en me disant que ce que j'avais écrit sur Michel Adanson à partir du récit de voyage, c'était bien, mais que ce n'était pas tout à fait juste. Et je lui ai demandé évidemment aussitôt pourquoi, et il m'a expliqué qu'il était allé voir les brouillons de Michel Adanson. Les brouillons de Michel Adanson qui se trouvent au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et là, c'est l'envers du décor du voyage, parce qu'on a le nom de ce qu'on appelait son truchement, ou ses truchements, c'est-à-dire ses traducteurs. On a, pour l'histoire culturelle du Sénégal, des documents extraordinaires, c'est-à-dire une collecte de contes que Michel Adanson a faite en transcrivant la langue wolof en caractère romain. Il maîtrisait suffisamment bien le wolof pour faire du thème, c'est-à-dire traduire un poète italien qui s'appelle Métastase au XVIIIe siècle. Il a traduit un de ses poèmes en wolof. Pourquoi ? Parce qu'il avait appris cette langue pour avoir directement accès à des informations que des savants, des guérisseurs, des personnes du Sénégal connaissaient. Et il s'était rendu compte que les truchements et les traducteurs habituels étaient incapables de traduire. Donc il a voulu savoir cette langue. Et c'est ça qui fait vraiment la spécificité de ce Michel Adanson. Et là, vous avez imaginé, on le découvre au début du roman, malheureusement mourant. Hein. Il est en train de mourir et il est accompagné par sa fille, à qui il va laisser justement des documents qui permettront à sa fille de découvrir. Mais toute l'histoire romanesque de cette femme dont il va essayer de retrouver la trace, vous l'avez inventée. Oui. On dirait qu'il hésite un peu, non ? Alors j'hésite, pourquoi ? Parce que dans ces caisses qu'on a retrouvées au Muséum d'histoire naturelle, Michel Adanson a transcrit un échange en wolof entre une jeune fille très pudique, sénégalaise,
et un homme qui vient d'ailleurs. Et cet homme qui vient d'ailleurs lui fait des avances et elle se refuse à cet homme. Et mon sang d'écrivain n'a fait qu'un tour. J'ai tout de suite fait une application, c'est-à-dire je me suis dit, voilà, je vais faire tomber Michel Adanson amoureux d'une jeune femme, d'une jeune femme. Et donc, j'hésite quand je vous réponds, parce que ce que je crée, ça vient quand même d'un document. Peut-être qu'il a été amoureux d'une jeune femme, c'est tout à fait possible. En tout cas, cet homme, je ne sais pas si dans la réalité il était comme ça, mais dans le livre, il est très respectueux de ce pays qu'il va découvrir, très respectueux de ses habitants. Déjà, la volonté d'apprendre cette langue, qui n'est quand même pas facile, et pour mieux comprendre, mieux approcher, est assez formidable. Oui, alors il est respectueux en effet. Et on s'en rend compte, non pas en lisant le récit de voyage, où il témoigne des préjugés de son époque, il ne faut pas non plus l'extraire de la masse des gens qui, en Europe, considèrent l'Afrique d'une certaine façon assez négative. Mais quand on voit justement dans ses papiers et ses brouillons, on voit le brouillon de son testament. Et dans le brouillon de son testament, il dit qu'il veut donner un louis d'or à un couple de domestiques qui s'est occupé de lui à la fin de sa vie pour qu'il festoie le jour de sa mort, comme le font les nègres du Sénégal, philosophes et sages. Donc quand vous lisez ça, quand même, vous sentez que c'est quelqu'un qui a été extrêmement frappé et imprégné, malgré tous ses préjugés, par son séjour au Sénégal alors qu'il n'avait que 23 ans. Mais d'ailleurs, il va pas être très aimé par les Blancs qui sont là-bas. Par exemple, je pense au directeur général de la concession, qui est assez... Oui, alors ça c'est avéré. C'est-à-dire que lui, quand il arrive au Sénégal, là je parle de la personne de Michel Adanson, quand il arrive au Sénégal, il arrive sans moyens et pour pouvoir survivre, son père va intervenir auprès du directeur de la Compagnie royale des Indes et la concession du Sénégal est une succursale de cette compagnie pour qu'il ait finalement de quoi vivre. Et la hiérarchie de cette compagnie considère en fait que ses recherches de botanique, c'est n'importe quoi. Et qu'il aurait pu être un commis efficace et traiter des esclaves, de la gomme arabique, de l'ivoire comme les autres. Mais lui, il se sent hors de ça. Et il dit, et il exprime une sorte de mépris pour tous ceux qui sont dans cette chose. Il dit, moi, je suis un savant, mais il est contraint, il est leur obligé, comme on disait au XVIIIe siècle. Et donc ça, c'est lisible dans le récit de voyage. Alors, juste un mot quand même de Maram Seck, oui. la jeune femme... Oui. Pour laquelle il va... Oui, alors... qu'il va rechercher. C'est une revenante. On dit que c'est une revenante. Oui, c'est une présentation de cette jeune femme qui est liée à ce mythe de la possibilité d'un retour d'un esclave qui aurait été aux Amériques et qui reviendrait. Alors, on a des témoignages au début du XVIIIe siècle d'esclaves qui sont revenus, notamment un qui était fils de roi dans la partie qui se trouve au Sénégal, en Gambie. Il était esclave dans le Maryland. Il a été envoyé ensuite en Angleterre, où il a accompagné son maître en Angleterre. Et ce maître qui appréciait son érudition en arabe l'a renvoyé au Sénégal, enfin en Gambie, ce qui correspond... C'est lui qui a inspiré le personnage de Ndiak ? Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ndiak, c'est le passeport de Michel Adanson au Sénégal. Et on le retrouve son nom dans les papiers de Michel Adanson au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Personnage intéressant dans le livre aussi. Donc Maram, en fait, je la fais prétendre... Enfin, je ne vais pas tout raconter du roman, mais j'invente qu'elle est revenue de cet esclavage, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Et Maram, pour moi... c'est la représentation, si vous voulez, d'un rapport entre l'homme et la nature qui est différent de celui de Michel Adanson. Michel Adanson, c'est un fils de Descartes qui a écrit qu'il fallait se rendre, ou qui a fixé comme horizon à l'Occident, de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Tandis que Maram, elle, qui est une guérisseuse,
eh bien, c'est une femme qui essaie de se concilier les forces de la nature, sans nécessairement essayer de percer ces forces, et de découvrir les raisons pour lesquelles cette nature a une influence et une force. Et ces deux personnages, donc de Michel Adanson et de Maram Seck, eh bien, ce sont des personnages un peu mythiques. Ils correspondent finalement à cette rencontre entre une représentation du monde par rapport de l'homme et de la nature dans un rapport d'exploitation qui est finalement démenti un peu par Maram qui, elle, essaie de se concilier les forces de la nature. Donc, pour moi, ce que j'ai voulu faire, c'est finalement faire prendre conscience à Michel Adanson qu'il y avait un autre rapport à la nature. Et pour cela, il fallait que je le fasse tomber amoureux de Maram. Eh bien, vous avez bien fait de le faire, parce que voilà, c'est un roman extrêmement attachant, avec des personnages très, très attachants. Puis, c'est bien aussi de découvrir Adanson, qui est resté finalement assez peu connu. Oui, alors j'ai reçu une lettre d'un botaniste d'aujourd'hui qui m'a écrit... qui m'a dit, vous faites dire à Michel Adanson lui-même qu'il est une branche coupée de la botanique dans votre roman. Alors que non, pour nous, les botanistes, aujourd'hui, Michel Adanson, c'est quelqu'un de très important et on considère qu'il a vraiment une place dans l'histoire de la botanique. Mais Michel Adanson lui-même, dans ses papiers, avoue une sorte de défaite devant Linné, qui est ce naturaliste suédois. Et d'ailleurs, il l'aime pas beaucoup, il l'appelle le petit Suédois. Donc voilà, pour lui, pour Michel Adanson, il n'aura pas de postérité. Merci David. Merci beaucoup David. Je voyais Mohamed Bougarsar hocher la tête plein de fois quand vous parliez. Je me dis, mais... il est d'accord avec son copain quand même. Il doit avoir des choses à dire. Non, vas-y, allez-y. Je suis son grand frère, alors il respecte. Alors il n'a pas le choix, il est obligé de hocher la tête. Qu'est-ce que tu as comme grand frère, toi, dis donc? On aura Felwin là bientôt aussi, c'est encore un grand frère lui. Ça fait plein de grands frères. En plus, il porte le même nom. Petite présentation, Mohamed Bougarsar, né en juin 1990 à Dakar, au Sénégal, fils de médecin. Vous avez grandi au sein d'une famille nombreuse, au Sénégal aussi, des études secondaires au Prytanée militaire de Saint-Louis, avant de venir en France, en classe prépa à Compiègne, puis d'intégrer le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, avec des recherches sur Senghor, Léopold Sédar Senghor. Mais vous interrompez cette thèse pour commencer à écrire. Et il y a eu plusieurs livres, Terre Sainte, qui était paru aux éditions Présence africaine en 2015, Silence du cœur, toujours Présence africaine en 2017, De purs hommes en 2018 aux éditions Philippe Ray. Et puis en coédition avec Jim San, comme ce dernier, La plus secrète mémoire des hommes, qui a eu le prix Goncourt 2021, quand vous aviez 31 ans. Et tu as oublié de dire quand même que Mohamed, il a reçu le prix Littérature Monde à Étonnant Voyageur pour Le silence du cœur en 2017. 2017. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Voilà. Mais tu le dis. Quel tu beau moment. Si parce que c'était un très beau... On ne peut pas continuer à donner ce prix parce qu'on n'a plus de sponsors. Il faut dire les choses telles qu'elles sont pour vraiment qu'ils soient crédités. Et ça a été un moment, je me rappelle, extraordinaire. Mohamed était en larmes. Il pouvait à peine parler, tellement il était ému. Mais ça a été vraiment un très, très beau moment. En plus, avec un jury formidable, Daniel Laferrière, Ananda Devi, etc. Voilà. C'était important à dire parce que là, du coup, on a plein de prix. Là. Il faut que Lionel, tu aies bientôt le prix Goncourt aussi, parce qu'il y a déjà eu deux Goncours. Nobel. Le Nobel. Voilà. Nobel. Un Nobel. Carrément. Bon, d'accord. Alors, on ne va pas demander de quoi ça parle, parce que c'est mal de demander de quoi ça parle quand on parle de littérature. C'est ce que le personnage
dit. Quand on parle littérature, c'est pas le sujet qui compte en quelque sorte, c'est la littérature, c'est le sens, c'est la quête du sens. Et c'est tout le sujet, justement, tout le propos du livre. Du coup, Mohamed, je vais commencer par ça. Enfin, si je peux raconter un petit peu, Diégane, le narrateur et un écrivain sénégalais qui vit à Paris et qui est à la recherche de l'auteur du Labyrinthe de l'inhumain, un livre qui a disparu de la circulation, écrit par un certain TC ou TC, on ne sait pas trop, Eliman. Et la découverte de ce livre a changé sa vie et son rapport à la littérature. Mais au fond, bon, ça parle de ça, de cette quête d'un auteur, d'un texte. Mais au fond, il s'agit, et là je reprends vos mots, du sens de la littérature, de la quête littéraire, d'une enquête existentielle. Alors, est-ce que l'enquête existentielle passe par, finalement, la quête de la littérature et d'un objet un peu mythique qui a disparu? Est-ce que pour vous, finalement, les deux, la quête existentielle et la quête de littérature, c'est la même chose? Oui, je pense. Je crois que dans ce type de quête-là, ce qui est le plus important, c'est surtout le point de départ. Diégane est un personnage qui part de la littérature, c'est-à-dire qui croit d'abord que la littérature est un lieu à partir duquel on peut penser son rapport au monde et qui le pense très concrètement. Ce n'est pas simplement une sorte de projection. La littérature n'est pas pour lui un objet extérieur à sa vie. C'est à la fois le point de départ de la recherche, c'est le véhicule de la recherche, et il se peut que ce soit aussi la fin même de la recherche. En réalité, il se pose une question toute simple. Que signifie vivre en écrivant ou vivre à partir ou dans la littérature, sans que vivre dans la littérature ne signifie vivre dans les nuages ou vivre dans une sorte de parenthèse de la vie. Et c'est éprouver à l'intérieur même de la vie ce que la littérature peut concrètement tenter de faire et ce qu'elle fait aux gens, à commencer par lui. Mais au fond, ce n'est qu'un lecteur. Je crois que chacun de nous ici a été confronté au moins une fois dans sa vie à la lecture d'un livre qui semblait lui indiquer qu'il y a quelque chose de plus profond, vraiment, en lui, et que à ce moment-là, la littérature devient le moyen, non seulement de cette découverte, mais ce qui indique aussi qu'il y a autre chose, qu'on peut toujours aller plus loin. Donc c'est ça que Diégane tente de faire. Et au fond, je crois que je voulais me défendre d'un certain nombre d'accusations, en tout cas de paroles qu'on m'a envoyées de plus en plus sur le fait que écrire ou choisir de parler de littérature tout le temps, ou presque, était absurde, était comique, était sans prise avec le réel. C'est presque pour réagir à cela que j'ai commencé à écrire, après d'autres raisons. Mais très personnellement, je pense que c'était lié à ça. Et pour dire que ce n'était pas parce qu'on croyait à la littérature qu'on ne croyait pas à la vie, finalement. C'est pas très éloigné de ce que tu dis, Lionel, finalement. C'est ça. Alors là, en plus, avec une difficulté particulière, peu à peu, on se rend compte que si ce texte a disparu, si l'auteur Eliman a disparu, c'est peut-être parce que il y croyait tellement qu'il voulait absolument écrire le livre essentiel, qui est peut-être l'objectif de tout écrivain qui a cette ambition-là d'être vraiment écrivain, d'écrire le livre absolu, le livre essentiel, le lire à partir duquel finalement il y aura plus d'autres livres qui pourront surpasser ça, au moins le sien. Mais évidemment, c'est une quête impossible, c'est un échec programmé. Oui. En réalité, la question du livre essentiel, lorsqu'on la pose, on ne sait jamais si on est en train de commettre un péché capital, soit la paresse, soit l'orgueil. C'est que une fois qu'on dit livre essentiel, on peut interpréter cela comme un désir vraiment de se reposer. C'est par pure paresse. C'est pour ne plus avoir à écrire. C'est pour aller faire autre chose. Qu'on parle d'une sorte de livre qui ne serait pas un livre absolu dans l'absolu.
mais qui serait un livre absolu d'abord pour soi, c'est-à-dire quelque chose qui exprimerait notre vérité dernière et qui ensuite nous dispenserait de faire quoi que ce soit d'autre, en tout cas dans la littérature. Mais on peut aussi voir que c'est une sorte d'orgueil, et que dans cet orgueil-là, oui, on se rend très vite compte de la vacuité du projet, de sa vanité et de son impossibilité. Mais au fond, peut-être que oui, toute tentative littéraire est les deux, vraiment, une sorte de paresse ou une forme d'humilité, mais en même temps une prétention assez extrême, mais qui se heurte toujours à une forme d'insuffisance aussi. Ça, c'est, je pense, tout à fait oui, obligatoire. Se confronter, en tout cas tenter de se confronter à la question de l'absolu par la littérature finit toujours en mélancolie, nécessairement. Et je crois qu'il y a un vers de Rimbaud qui l'exprime assez bien. J'ai assis la bossée sur mes genoux, je l'ai trouvé amer. En réalité, c'est cela. Une fois qu'on tente de saisir quelque chose de la beauté par la littérature, on en voit tout de suite l'amertume. Et l'amertume vient du fait qu'on a peut-être l'impression qu'il n'y a que des approches de la beauté absolue, ou des sensations, ou des intuitions. En tout cas, quelque chose qui est toujours inachevé, qui ne fait qu'entrevoir. Et ça peut plonger dans une forme d'amertume. Mais cette amertume même est la littérature, au fond. Alors, c'est un livre extrêmement difficile à résumer, même impossible à résumer. Il est conçu un peu, on en parlait tout à l'heure, comme des poupées russes. Hein, on peut le dire comme ça. Mais tu écris, en prenant comme ça des petits moments, tu écris par exemple, il écrit dans son journal, ton narrateur, je ne t'écris que pour une seule raison, dire combien le labyrinthe de l'inhumain, donc ce livre qui a disparu, m'a appauvri. Et les grandes œuvres appauvrissent et doivent toujours appauvrir. Elles ôtent de nous le superflu. De leur lecture, on sort toujours dénué, enrichi, mais enrichi par soustraction. Oui, je crois que j'ai tenté de prendre ma revanche sur les maths. C'est pour ça que j'ai fait des... Mais oui, je crois que tout grand livre qu'on lit est une sorte de soustraction, dans la mesure où simplement ça enlève, en tout cas ça rend tout à fait caduque, vaine, ridicule, des questions qui nous semblent, qui nous taraudent, mais qui ne sont pas nécessairement essentielles. Je pense que oui, les grands livres qu'on lit nous indiquent toujours ce qui est essentiel, et l'essentiel est toujours le contraire du gras de la vie, du gras existentiel, de ce qu'on porte qui nous charge, mais qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus capital. Voilà, donc les livres sont des sortes d'indices capitaux. Oui. Alors moi, je sais comment on peut résumer le livre. Ah oui, bah oui. Oui, je vois ce que tu as choisi. Oui, parce que page 331, il y a une formule mathématique. Oui, c'est vrai, il y a une formule mathématique. Alors, je ne sais pas si on peut la voir, là, je vais essayer de la dire. C'est amitié moins amour fois littérature sur politique égale... Bon, il y a un point d'interrogation, donc la formule n'est pas tout à fait terminée, mais ça résume quand même le Tu y travailles encore. Oui, vraiment, comme je disais, je tente de prendre ma revanche, et je pense que c'est une formule que je vais proposer. Vous savez, il y a des sortes d'énigmes mathématiques depuis des siècles, qui sont là, qui sont irrésolues, et de temps en temps, il y en a une qui est résolue. Donc j'ai l'ambition de porter le théorème, de résoudre ce théorème. Oui, ça, c'est une bonne idée. Voilà, voilà. D'ailleurs, David, qui est un spécialiste de botanique maintenant, comme Michel Adanson a donné son nom à un certain nombre de plantes comme ça, je te laisse trouver un nom pour ce théorème avec Mbougar dedans. Voilà, tu latiniseras. Et Bon, écoute, vraiment, Mbougar, ce sera avec grand plaisir que je m'autoriserai à nommer cette équation de ton nom. Nous sommes témoins de cette promesse. Oui, donc c'est une promesse. On peut donner des noms aux étoiles. Il y a des gens
donne des noms aux étoiles. Je ne suis pas si ambitieux. Non, c'est assez ambitieux quand même. Mes enfants. Mais en fait, dans la formule, il y a vraiment beaucoup de oui, en fait, c'est vraiment tout le questionnement, mais qui traverse tout le livre sur le rapport entre la littérature et la vie concrète. C'est toujours toute la question. Est-ce que quand on vit en littérature, on est dans la vie concrète ou hors de la vie concrète? Et Djegan est toujours dans ce balancement-là, du début à la fin, tout en cherchant Eliman. Au fond, c'est cette question-là, où il cherche Eliman pour qu'Eliman lui donne une réponse. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est tellement dans la vie concrète que s'il arrive à trouver le manuscrit d'Eliman, enfin le texte, c'est parce qu'il est attiré par les seins de Sigadé. Mais c'est toujours comme ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment très concret. C'est la voix. Ouais. Et elle a une manière de décrire un écrivain qui est pas triste non plus dans le livre. Hein. Quand elle l'interpelle en lui disant « Je parie que tu es écrivain », ou apprenti écrivain, ne t'étonne pas, j'ai appris à reconnaître les gens de ton espèce au premier coup d'œil. Ils regardent des choses comme s'il y avait derrière chacune d'elles un profond secret. Ils voient un sexe de femme et le contemplent comme s'ils renfermaient la clé de leur mystère. Ils esthétisent, mais une chatte n'est qu'une chatte. Il n'y a pas à baver votre lyrisme ou votre mystique en y noyant vos yeux. On ne peut pas vivre l'instant et l'écrire en même temps. Et plaf. Mais après, oui, Djegan s'oppose. Il considère au contraire que c'est tout à fait possible. Mais c'est un débat que je ne tranche pas. Mais ce sont des questions, oui, très profondes pour moi, vraiment, sur comment qu'est-ce que ça signifie précisément vivre ou penser en écrivant. Où est-ce que ça existe d'ailleurs, véritablement? Et comment est-ce que dans les actes les plus banals, il y a la possibilité. Exemple très concret, il y a quelques jours, j'étais en Savoie, et donc dans la vallée de la Maurienne, tout au sommet et j'ai mangé, c'est pas la saison, mais de la fondue. Enfin bon, bref. Donc nous étions évidemment, on en mange toujours trop, et lorsqu'on se rend compte qu'on en a mangé trop, il est déjà trop tard, on est déjà... Mais à la fin, il y a ce qu'on appelle la religieuse. Donc, il reste un peu de fromage au fond. Il faut casser l'œuf et puis mélanger avec le pain, etc. Et donc, la personne qui mélangeait la religieuse est une femme qui s'appelle Josette, qui tenait cet endroit où nous dînions, qui faisait office à la fois de bar, de poste, de laiterie, enfin, de supermarché. C'était merveilleux. Et en la regardant tourner, j'ai trouvé le geste très beau. Et j'ai dit, un jour, j'intitulerai un chapitre d'un roman futur, Le coude de Josette. Parce que je voyais son coude tourner comme ça, très rapidement. Et je me suis dit, arrête, là, tu es vraiment en train de faire l'écrivain. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment faire l'écrivain Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est rester tout à fait fasciné par ce coude qui tourne et voir dans ce coude qui tourne la métaphore de quelque chose? Mais de quoi? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est purement de la coquetterie? Est-ce que c'est superficiel? Je n'en sais rien. Mais c'est au fond ce type d'expérience-là aussi que j'ai tenté de mettre dans ce livre. Qu'est-ce que ça signifie être regardé en écrivant? Ou est-ce que ça existe vraiment, un regard d'écrivain? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est construit que dans l'écriture? C'est vraiment une question sur le rapport peut-être que David et Lionel ont leur point de vue là-dessus. Oui. Lionel, David, chacun se refile la patate chaude. Moi, je serais plus dans l'idée que, oui, on peut faire semblant. On peut faire semblant d'habiter le monde à partir du littéraire. Mais cela renvoie toujours au réel. Autrement, ça relève, je pense, de la pathologie et particulièrement de la mégalomanie. Je crois qu'on écrit quelque part pour retrouver le réel. On peut faire semblant d'habiter le littéraire, mais écoutez, même si la littérature est faite de mots, comme disait un grand théoricien, la littérature ne parle jamais que d'elle-même. Mais pour parler d'elle-même, elle parle toujours d'autre chose.
Et je crois que c'est cette autre chose que quelque part, enfin, les écrivains que j'aime, puisqu'il n'y a pas de règle générale, les écrivains que j'aime sont encore les écrivains qui, tout en faisant semblant de faire de la littérature, convoquent une conversation autour du réel. Je pense que c'est un peu cette petite tragédie, puisque c'est une petite tragédie par rapport aux grandes tragédies du monde que les écrivains habitent et qui habitent les écrivains. Moi, je dis que la littérature ne m'intéresse pas. Elle m'intéresse dans la mesure où elle parle de l'humain, où elle m'invite à une conversation sur autre chose qu'elle-même. Mais parfois, pour inviter à cette conversation, elle fait semblant d'habiter elle-même uniquement. David ? Moi, j'aime beaucoup le coup de Josette. Parce que je trouve que, justement, souvent, dans l'amorce de l'écriture, il y a ces détails-là. Alors, on est peut-être les seuls, ou tu es peut-être les seuls à le voir, mais c'est essentiel, ce regard. Parce que c'est un regard qui s'accompagne non pas simplement d'un objet vu, mais d'une sensation que cet objet produit. Et cette sensation-là, sa transcription, c'est ton travail d'écrivain. Donc, continue à regarder l'écoute de Joseph. Écoute ton grand frère. Alors, j'ai beaucoup hoché la tête aussi en l'écoutant parler. Hein. Ah oui. Donc, on va enlever cette histoire de grand frère. Oui, ça y est, il a grandi, il a suffisamment grandi. On est voilà. Voilà. Merci à tous les trois, vraiment, pour ce beau plateau. Merci. Je vous signale aussi que Mohamed a participé à ce livre collectif Refusons l'inhumain, qui vient tout juste de sortir, Les écrivains aux côtés des migrants, paru aux éditions Philippe Ray aussi, comme son livre La plus secrète mémoire des hommes. Voilà. Aux éditions Philippe Ray, Jimsan. David Diop, La porte du voyage sans retour, paru aux éditions du Seuil. Et Antoine Desgommiers de Lionel Trouillot aux éditions Actes Sud. Et nous, on aime la littérature parce qu'à chaque fois, ça nous fait rencontrer des gens et des vies et des voix que vous êtes, les écrivains. On aime. Merci.